Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Alex. Bonjour Steven, Merci d'avoir accepté mon invitation. toujours un plaisir de répondre à des sollicitations comme celle-là. Merci beaucoup. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Alors, je m'appelle Alex Kézergue, j'ai 41 ans, bientôt 42 ans. J'ai fait une carrière de kitesurfer professionnel depuis à peu près une quinzaine d'années. Une carrière de sportif qui m'a mené un peu partout dans le monde pour pour participer à des compétitions, faire des records de vitesse. J'ai 4 titres de champion du monde à mon actif, 6 records du monde de vitesse, et dont 2 records du monde de vitesse absolue, donc tout engin à la voile, propulsé par le vent sur l'eau. Et bien, j'ai aujourd'hui le record du monde de vitesse en kite à 107 km/h. Donc voilà pour la partie professionnelle. À côté de ça, j'ai fait des études de marketing à Kedge Business School Marseille. J'étais diplômé en 2002 et j'ai commencé ma carrière de kitesurfer pro en 2008. Donc voilà, petite quinzaine d'années de kite derrière moi. Et aujourd'hui, je suis CEO. J'ai monté une société qui s'appelle Tiroco, qui est aussi basée à Marseille et qui développe de l'innovation pour rendre le transport maritime plus neutre pour l'environnement. Donc, on D'accord, développe de l'innovation qui décarbone le transport maritime. d'accord. Euh, Voilà. c'est quand même pas mal. Alors du coup, qu'est-ce que te procure le kitesurf en termes de vibration? Ouais, bah le sport, c'est un sport que j'ai découvert le kitesurf en 2000, au tout début des années 2000. J'ai mon père et mon frère qui avaient débuté ce sport avec les premières ailes de kite qui sont arrivées en France. Moi, j'ai attendu un petit peu et en fait, en 2001, j'ai fait un premier stage de kite dans une école et en 2000, en gros, c'est en 2002 que j'ai réellement commencé et tout de suite, c'est un sport qui m'a rendu complètement dingue. J'ai tout de suite accroché, addict au kite. En fait, c'est sûrement dû à la courbe de progression dans ce sport qui est phénoménal en fait. À chaque fois, au début, on a l'impression à chaque fois qu'on va dans l'eau on en ressort 2 fois plus fort. Donc, on progresse très très vite. Et en fait, c'est un sport qui procure énormément de sensations. Moi, en l'occurrence, je vais très vite en kite, mais c'est un sport aussi qui permet de monter très haut dans le ciel. Moi, j'ai mon plus haut saut, je crois qu'il est à plus de 20 mètres de haut, donc ça permet d'aller très vite, de monter très haut, de faire des longues distances assez facilement sur la mer. Et donc c'est un mix de sensations, à la fois des énormes rushs d'adrénaline, une sensation d'être complètement en communion avec les éléments, c'est-à-dire que tu es en contact avec l'eau en permanence, tu euh, t'es souvent la tête dans l'eau parce que quand tu tombes, t'as tendance un petit peu à nager. Donc ouais, en contact avec les éléments, en contact avec la nature. C'est aussi un sport qui permet de partager beaucoup de choses avec d'autres personnes. C'est souvent des bandes de copains. Moi, je fais partie d'un club de kitesurf, un club de pratiquants de kitesurf. Même si c'est un sport individuel, on est souvent en groupe sur les plages. Donc voilà, plein de bonnes énergies. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un message, Alex, pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves? Ah ben alors, c'est
aujourd'hui, c'est un peu le Graal de tout ce que tout le monde recherche, tu vois. Plus que la réussite professionnelle, je pense que c'est avant tout de réaliser, comme tu dis, un rêve. Euh, Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'il faut aller à fond dans les passions qui nous font vibrer. Euh, Moi, c'était le kite. Quand j'ai découvert le kite, je voulais absolument trouver un job dans ce milieu-là. Et en fait, en pratiquant à fond, en parlant autour de moi de ma passion, et ben en fin de compte, j'ai une offre d'emploi qui est apparue. Et du coup, c'était un job super de commercial où je pouvais tester plein de choses, plein de matériel et où finalement, c'était vraiment en relation avec le sport que je faisais et ma passion. Donc, euh, donc oui, réaliser son rêve, je pense que déjà que ta passion devienne ton job, c'est un truc formidable. Donc, je serais tenté de dire, ouais, se lancer à fond dans sa passion, en parler autour de soi, ne pas hésiter à en parler autour de soi. Et ce qui est marrant, c'est que les gens, ils voient tout de suite, hein, quand tu as les yeux qui brillent, quand tu parles de quelque chose, ça interpelle, les gens veulent souvent en savoir plus, et ça montre aussi un côté de toi que tu n'as pas forcément l'habitude de montrer ou l'envie de montrer. Donc voilà, ouais, aller au bout de sa passion. Alors une question un peu philosophique, à travers tes rencontres, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? C'est rigolo le phénomène d'empathie. Euh, la capacité des gens à se mettre à la place des gens et à ce qu'ils peuvent ressentir quand tu discutes. Euh, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui en avaient pas beaucoup et qui avaient du mal bizarrement à communiquer. Donc ce phénomène-là, ce phénomène d'empathie, c'est quelque chose qui compte, pour moi, énormément, je trouve, dans les relations humaines. C'est arriver quand tu discutes avec des gens, quand tu négocies, quand tu échanges, euh, de se mettre à la place de la personne que tu as en face de toi, euh, pour se dire comment je réagirais à sa place. Et du coup, bah là, je trouve que les conversations, elles sont tout de suite sur un ton qui est souvent plus amical, et les échanges sont plus productifs. Ensuite, non, on fonctionne un petit peu aussi chacun d'une façon différente. Donc essayer d'appréhender comment la personne en face de toi elle va réagir et te dire qu'elle peut réagir totalement différemment de toi. Je pense que c'est probablement le truc que j'ai appris au travers de toutes les rencontres que j'ai fait euh, ouais, pendant ma carrière, ou mes rencontres tout simplement dans la vie, quoi. Alors j'imagine t'en as, mais est-ce que tu as des personnalités, tout univers confondu, hein, qui t'ont Mhm. inspiré? Ouais, je pense dans le sport, c'est facile, hein, c'est un des plus grands champions français, mais un Martin Fourcade, donc qui est biathlète, qui fait du biathlon, qui est bien sûr très très fort, mais c'est quelqu'un qui est besogneux à l'entraînement, qui développe, qui pratique un sport qui demande énormément, aussi bien en termes de physique, concentration, préparation du matériel, qui au final a souvent une équipe avec lui qui l'accompagne et qui est, c'est un sportif qui a atteint un niveau d'excellence parce que justement il est irréprochable à tous les niveaux. C'est-à-dire que, en plus d'être physiquement très doué, le mec ne laisse jamais la place au hasard et il se prépare très très bien. Et c'est pour ça qu'il est très fort et qu'il est resté si fort si longtemps. Donc moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Après,
après des gens qui m'inspirent. Euh, Ouais, un Mike Horn qui est un explorateur qui va découvrir des endroits, mais pas que pour la beauté de la chose. Il va alerter sur des phénomènes climatiques qui se passent, essayer d'alerter le grand public. Donc c'est des gens qui ont acquis une renommée internationale et qui se servent de cette renommée euh, pour, euh, pour transmettre des messages. Et dans la même veine, je prendrais aussi Bertrand Piccard, donc qui est un des deux pilotes qui a fait le tour du monde en avion solaire dans l'aventure Solar Impulse. Pareil, lui, là, c'est bien sûr, il est issu une famille d'explorateurs, mais il met, c'est un message, il transmet un message au travers de son aventure qui est que un monde qui se déplace sans hydrocarbures, c'est possible. Donc il met en place tout ce chemin d'innovation, tous ces gens qui ont travaillé dans cette aventure Solar Impulse. Au passage, c'est 200 ingénieurs qui ont bossé pendant 10 ans pour faire fonctionner l'avion solaire et au final, il arrive à faire son challenge, mais surtout, il transmet ce message qu'un autre futur est possible. Donc, ça, je trouve ça génial et quand tu arrives à justement te servir de cette renommée, de cette image pour transmettre des messages, c'est encore plus formidable, quoi. Ouais, tu as beaucoup cité des personnalités justement qui ont fait des choses assez extraordinaires, mais qui sont portées par un engagement, donc toujours Mhm. pour les autres, hein, pour la planète. Ouais. Toi, tu as réussi quelque part aussi à équilibrer le côté entrepreneuriat, le sport. Tu parlais de ton engagement tout à l'heure pour l'environnement. Euh, Ouais. Comment c'était venu en fait de rééquilibrer tout ça? Ça s'est fait au fur et à mesure ou on t'a aidé, enfin je veux dire on t'a conseillé? Non, non, alors la particularité du kite, c'est qu'on est sur un sport qu'on qualifie de niche, donc c'est un petit milieu, j'allais dire un petit sport. C'est 50 000 pratiquants de kite sur la France, donc ça n'a rien à voir avec le surf et encore moins le foot, mais c'est un sport de nature. Donc tout ça pour dire que oui, j'avais pas de personnes qui me conseillaient. J'ai pas d'agent. J'ai des gens qui m'entourent, qui me donnent des coups de main sur certains domaines, mais j'ai pas de manager. Donc les engagements que j'ai pu avoir au long de ma carrière. Euh, j'ai été ambassadeur d'une fondation qui milite pour la création de sanctuaires marins. J'ai fait des choses avec Pure Océan aussi, une fondation qui finance la recherche autour de projets euh, autour de la protection de l'environnement marin. Donc toutes ces choses-là, elles sont venues parce que je pratique un sport qui est où je suis tout le temps dans l'eau, je suis au contact avec ce milieu-là depuis que je suis tout petit. Donc c'est des choses dans ma famille auxquelles on est, c'est un univers auquel on est très sensible, très sensibilisé aussi. Et ça paraissait évident que une fois que j'ai créé justement cette image dans mon sport ou cette notoriété, je puisse la mettre au service d'une cause qui m'est chère, à savoir l'environnement marin. C'était évident. Euh, et c'est toujours l'occasion aussi de rencontrer des gens, de participer à des aventures, et qui plus est, d'arriver à transmettre un message qui peut sensibiliser les gens à des phénomènes auxquels ils sont parfois éloignés. Euh, donc c'est non, c'est venu, j'allais dire naturellement.
Tout au long de ma carrière, c'est monter crescendo parce que ça occupe une place. T'as envie que ça occupe une place importante dans ton temps et je suis très heureux de mettre au service de cette cause-là mon image de temps en temps. C'est juste génial. Tu peux pas, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas une demande ou une contrainte. C'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, avec lequel je me fais plaisir. Et du coup, je pense que c'est souvent le cas, hein. Quand tu défends une cause, c'est parce qu'elle te passionne, parce que tu es sensible et que tu as envie de propager un message. Oui, puis après, même les gens ensuite le ressentent en toi, ensuite, que tu es porté par cet engagement. Bah oui, parce qu'il faut pas que ça paraisse, il faut pas que à une seule seconde les gens puissent avoir l'impression de se dire ah ouais mais il fait ça parce que je sais pas il va aller trouver des sponsors qui financent le... Non c'est même pas une question de Tu as déjà eu du critique, par exemple, dessus ou pas? non bien sûr que non. En général les gens alors moi je suis quand même assez peu sensible aux critiques. En tout cas, quand c'est pas construit et justifié. Donc, quand c'est des critiques gratuites, j'y fais pas attention. Alors peut-être que ça a pu se produire, mais bah, à la limite, fais ce que tu fais dans ton coin, tu le fais bien. Si tu penses que ça peut faire du bien, whatever les critiques, quoi. Mais non, j'ai jamais eu, il me semble pas avoir eu de critiques à ce niveau-là, hein. L'univers marin, il a besoin d'être protégé et ça, tu peux, quoi qu'on en dise, ça peut pas souffrir de critiques. Alors, y a-t-il des choses qui t'écœurent, qui t'énervent dans ce monde? Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors moi, je voyage beaucoup, donc j'ai été amené à rencontrer beaucoup de gens, à croiser plein de personnes. Donc le fait d'être un étranger quelque part, c'est un petit peu naturel. Donc ouais, les trucs un peu bateaux, mais la peur ou la haine de l'autre, de l'étranger, c'est quelque chose qui m'exaspère au plus haut point. Mais j'allais dire, c'est presque normal. Mais après, tout ce qui est, oui, tout ce qui est pollution et destruction volontaire de l'environnement, c'est pseudo-volontaire, hein. C'est des usines qui viendraient rejeter dans l'environnement ou qui font des activités, l'homme quand il fait des décharges sauvages, ou, euh, ou ne pas faire d'efforts pour réduire son empreinte environnementale pour un grand groupe. Aujourd'hui, je comprends pas comment c'est encore possible. Donc oui, ça c'est le fait de détruire volontairement l'environnement, ou tout du moins ne pas faire attention du tout à comment on le détruit, à l'impact qu'on peut avoir. Oui, ça m'énerve au plus haut point aussi. Alors, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es en termes de valeur? Ouais, bah déjà j'aimerais et je les remercie souvent, mais mes parents. J'ai une famille de passionnés de la mer qui m'ont mis au contact de cet élément dès mon plus jeune âge, parce que eux aussi étaient passionnés par cet univers-là. Donc ouais, les valeurs de protection de l'environnement, tout ça, elles viennent directement de mes parents. Donc rien que ça, de m'avoir, en tout cas, de m'avoir donné l'opportunité de découvrir ce milieu-là, ça, je pourrais jamais les remercier assez. Ils sont venus s'installer dans une petite ville au bord de la mer en Camargue pour ouvrir un cabinet dentaire et ouais, ça, je pourrais jamais les remercier assez. Donc, ce qui m'a permis tu vois, de grandir avec mes frères vraiment au contact de cet élément marin. Donc ça c'est formidable.
Après, je pense que ils m'ont inculqué des valeurs de respect de l'autre, partage. Euh, c'est des valeurs que tout le monde devrait inculquer à ses enfants. Donc il y a rien de plus il y a rien de plus normal, mais en même temps, je me sens très très chanceux. D'autres personnes qui m'ont aidé à devenir ce que je suis, j'ai un de mes meilleurs amis qui s'appelle Bruno, qui m'a aidé professionnellement. On parlait tout à l'heure des gens qui m'entouraient, mais lui fait partie des gens qui ont énormément compté, justement en me drivant j'allais dire en inculquant la rigueur, mais tu vois, c'est notamment grâce à lui que j'ai noué des partenariats avec des grandes marques. Et c'est parce que c'est lui qui m'a montré qui m'a inculqué le sérieux, la rigueur dans une communication avec des partenaires, que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et que j'ai pu amener avec moi des marques et les garder pendant très longtemps. J'ai des partenaires avec qui je suis en partenariat depuis maintenant plus de 10 ans, avec qui ça se passe très très bien et qui continuent de m'accompagner. Donc ça, rien que ça, c'est un gage je veux dire de sérieux, mais ça, c'est grâce à lui. Non, après j'ai plein de gens qui m'entourent et qui me motivent. J'ai mes copains du club de kite avec qui j'ai partagé plein de choses et qui m'aident notamment dans mes tentatives de record. Donc à eux aussi, je leur dois une partie de ma performance sportive. Donc voilà, c'est les quelques gens que j'aurais aimé remercier. Alors, du coup, en parlant de record, quels sont tes prochains objectifs? Alors, en kite, moi j'ai le record à 107 km/h. J'aimerais arriver à atteindre 110 km/h en kite. Ça serait pour moi une belle marque à atteindre pour monter un peu plus le niveau du kite sur l'échelle des engins de vitesse sur l'eau. Et ensuite, c'est atteindre avec mon équipe de chez Sirocco, atteindre 150 km/h à bord de l'engin qu'on est en train de concevoir, qui va arriver en 2022, et avec lequel on ambitionne vraiment de pulvériser ce record du monde de vitesse absolue sur l'eau. Donc c'est à la fois un défi technologique. On doit concevoir cet engin qui va être hyper novateur. On doit le concevoir de A à Z. On est une petite vingtaine aujourd'hui chez Sirocco. C'est du coup une aventure humaine parce que ça demande de l'expertise, ça demande de la gestion de l'humain, de la gestion d'équipe. Ce dont j'avais un peu goûté au travers de ma carrière dans le kitesurf, mais qui là prend une toute autre dimension. On est tous des professionnels, donc l'objectif c'est vraiment de créer cet engin, d'apprendre à le piloter. Il y a aussi un objectif professionnel qui est d'arriver à amener avec nous des sponsors et des partenaires qui vont utiliser toute cette image d'exploits sportifs, d'exploits technologiques, mais aussi et surtout en fait, la particularité de Sirocco, c'est qu'on développe des innovations technologiques qu'on va mettre au service de la transition énergétique du transport maritime. Cet engin, il va montrer notre capacité à développer des solutions techniques qu'on va pouvoir ensuite transposer dans le monde du transport maritime. Donc ce défi-là, il est encore plus important pour moi aujourd'hui que le défi, l'exploit d'atteindre 150 km/h. L'exploit, le record, il va servir à faire
à mettre un coup de projecteur sur notre capacité à innover. Et c'est ça qui est formidable comme aventure. Alors pour finir, est-ce que tu as un mot de la fin, un thème peut-être que tu aimerais évoquer? Ou pas du tout, hein? On en a un petit peu parlé, mais c'est ce besoin pour moi, ce besoin de décarbonation du transport maritime. Aujourd'hui, pour te donner une idée, il y a la quasi-totalité des marchandises qu'on trouve partout dans les magasins, sur les plateformes, les plateformes d'achat sur Internet. Elles sont transportées par la mer. 90% des marchandises qu'on consomme aujourd'hui, c'est transporté par la mer. Et du coup, le transport maritime, c'est un des modes de transport qui contribue à l'extinction de notre planète. Ces 50 dernières années, il y a très très peu d'innovations qui sont apparues dans le transport maritime pour le rendre plus neutre pour l'environnement. Et ce transport maritime, il ne va pas s'arrêter de croître demain, il va continuer à augmenter. Ça va devenir un problème de plus en plus important. Et aujourd'hui, les transporteurs maritimes, ils savent qu'ils sont obligés de développer, qu'ils vont être obligés de développer des modes de transport plus neutres. Et du coup, c'est vraiment là qu'on se passe avec Sirocco, c'est de développer toute cette innovation. Et je pense qu'on va pouvoir y contribuer. Aujourd'hui, les transporteurs de marchandises, ils se tournent vers l'utilisation d'énergies renouvelables, comme le vent. Tu vois, typiquement, il y a 100 ans, on exploitait mieux le vent pour le transport des marchandises avec les voiliers que aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, où on met encore du fuel lourd pour faire bouger les bateaux. Donc il y a ce besoin-là de changer de façon de penser. Et je pense qu'on y viendra dans les années futures. Sur ce, Alex, je te remercie infiniment pour ton temps et ton partage et ta passion et ton engagement et tout ce que tu transmets aussi derrière. Et voilà, je te souhaite de toujours partager, faire le bien, quoi. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir posé ces questions-là. Et puis j'espère qu'on aura touché 2-3 personnes qui seront sensibles à ces valeurs-là. Oui. Merci beaucoup, Alex. Merci, Steven.